Merci beaucoup Hervé, merci à Dimo de m'avoir invité à venir vous parler ce soir. Alors, qui n'a jamais eu un problème avec sa zapette? Hop là, c'est bon, elle fonctionne. Qui n'a jamais utilisé ChatGPT? On est entre geeks ce soir, c'est bon? Ah non, il y en a quelques-uns, ça va. Évidemment, donc on va un peu parler de ChatGPT, mais pas que, parce que vous en avez déjà largement entendu parler. Et ce soir, comme il y en a qui m'ont déjà vu, qui ont déjà vu cette conférence, je me suis amusé avec la démo que je fais d'habitude, où j'interface plusieurs systèmes d'IA pour montrer un peu le potentiel que tous ces systèmes ont quand on sait les utiliser. J'ai essayé de pousser la démo encore plus loin, donc pour ceux qui m'ont déjà vu, il y a des petites surprises à la fin. Et vous verrez, pour ceux qui m'ont jamais vu, que j'aime bien faire des démos où voilà, on joue un peu avec les systèmes d'IA. Alors, vous allez voir un certain nombre d'images. D'habitude, vous savez, quand on parle d'intelligence artificielle, on a des gros schémas, des algorithmes, des choses un peu moches sur les slides. Donc, j'aurai une slide moche, vous inquiétez pas, avec le schéma d'un algorithme, hein, très important. Mais les autres slides, je vais essayer plutôt de vous donner un peu d'art. En plus, on a un superbe écran, on a un superbe lieu, donc vous aurez simplement de l'art. Évidemment, toutes ces illustrations ont été co-créées par mes soins et par un système d'intelligence artificielle qui s'appelle Midjourney. Je n'ai pas dessiné le moindre pixel de ces images-là, hein, j'ai simplement donné mon intention au système d'intelligence artificielle qui, par son imagination artificielle, on parle de plus en plus de ce mot-là, a conçu ces images. C'est des planches d'inspiration pour un projet de bande dessinée que j'ai qui, si tout va bien, sortira en 2025 sur l'intelligence artificielle et l'impact sur la société. Alors, vous avez sûrement déjà tous entendu parler d'IA générative, ou au moins entendu le mot dans les médias, puisque c'est le grand mot à la mode. Bon, les IA génératives, hein, c'est pas nouveau, ça existe depuis au moins 10 ans. Mais je vais essayer de vous montrer que en ce moment, il s'est passé un truc bien plus profond que l'arrivée des IA génératives, qui rend crédibles les usages des IA génératives, mais les IA génératives vont être qu'un passage. C'est ce qu'il y a derrière qui va être extrêmement transformateur pour la société et pour lequel j'espère que ce soir vous aurez quelques beaux rêves, beaux cauchemars, on verra comment vous interprétez ce que j'ai à vous raconter. Alors moi, ça fait 10 ans que je suis, 11 ans maintenant que je suis dans l'intelligence artificielle. Je commence à avoir des cheveux blancs devant là. J'ai commencé dans l'intelligence artificielle ici à Lyon. J'ai créé une association sur l'éthique de l'intelligence artificielle avec notamment la métropole de Lyon et avec d'autres acteurs de l'intelligence artificielle. Et puis j'ai progressivement essayé de développer un rapport très transdisciplinaire à l'intelligence artificielle que vous allez aussi ressentir ce soir. Donc bien sûr, on va parler techno, on va parler business et cas d'usage dans vos entreprises, mais on va aussi aborder tout ça avec de l'art, encore une fois, et avec un peu de philosophie, avec une espèce de tentative de compréhension de l'impact que ça va avoir plus profondément sur nos sociétés. Donc je m'appelle Flavien Chervet. Il y aura une petite séance de dédicace à la fin sur mon dernier livre, donc n'hésitez pas à venir, vous pourrez me tutoyer. Alors, ça fait 10 ans que je suis dans l'intelligence artificielle, mais depuis environ 1 an et demi, je me suis entouré d'une dizaine de systèmes d'IA que j'utilise au quotidien. J'utilise l'intelligence artificielle entre 20 et 30 fois par jour. Je l'utilise plus que Google, clairement. Si on vous enlève l'électricité, aujourd'hui, vous aurez du mal à travailler, je crois. Si on m'enlève l'intelligence artificielle, bon, ça fait qu'1 an et demi, je pourrais me réadapter, mais quand même. Je pense que mon efficacité, j'ai pas de chiffres à vous donner mesurés, mais la pluie, merci. Ça donne une petite ambiance, c'est sympa. J'ai pas de chiffres mesurés à vous donner, mais mon ressenti, c'est que mon efficacité, elle a été multipliée par 10. Ce que j'ai pu faire en 1 an et demi grâce à ces systèmes d'intelligence artificielle, grâce à ce petit écosystème professionnel intelligent que j'ai construit autour de moi, c'est complètement bluffant, même pour moi. Hein. Mais surtout, ma créativité a explosé. Parce que vous savez, pour avoir envie de réaliser des choses, pour être créatif, il faut savoir qu'on peut les réaliser. Et avec les systèmes d'intelligence artificielle modernes, comme je vais essayer de vous le démontrer, on a un peu l'impression d'avoir des super pouvoirs. Ils sont simples à utiliser et ils permettent d'aller très 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 loin dans les résultats qu'on peut avoir. Donc, quand on sait qu'on peut, on se met à vouloir. Et puis, là aussi, ça va être la fin de ma conférence plus philosophique, ça a énormément augmenté ma sensibilité. Parce que quand on baigne dans ces écosystèmes, on se pose énormément de questions sur l'humain. Et donc, à la fin de la conférence, j'aimerais vous amener là-dessus. Alors ça fait 1 an et demi, mais c'est une technologie qui est déjà bien installée. Comme je l'ai dit, moi, ça fait 10 ans que je suis dans le domaine. Et quand je suis arrivé dans le domaine, ça faisait déjà un certain nombre d'années qu'il existait. Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir et essayer de vous donner une date dans la tête de quand le terme intelligence artificielle est apparu. Il y en a qui savent, ceux qui sont déjà venus à mes conférences.
Ils sont contents, ils ont l'impression d'être des bons élèves. 1956. Donc le terme intelligence artificielle apparaît dans les années 50, ça fait un bail, et c'est une discipline de l'informatique au début qui consiste à simuler des fonctions cognitives, comme celle du cerveau, ou comme celle par exemple d'une termitière qui globalement est très intelligente, même si la termite toute seule, elle n'est pas extrêmement maligne. Donc on va simuler des fonctions cognitives, on va en simuler plein, et pendant le XXe siècle, le domaine va bien se développer. À la fin du XXe siècle, tout ce qu'on aura fait pendant le XXe siècle en intelligence artificielle, on va arrêter d'appeler ça de l'intelligence artificielle. Vous en avez partout dans vos entreprises, autour de vous, des systèmes experts, des choses comme ça. C'est déjà très répandu, mais c'est très mécanique. C'est de l'informatique qui est devenue traditionnelle. On n'appelle plus ça IA. L'intelligence artificielle moderne, son histoire, même si elle commence dans les années 50, elle va se révéler réellement dans les années 2000 avec la simulation d'une fonction cognitive très particulière. Celle qui est au cœur de l'intelligence et qui va rendre possible toutes les autres. Là aussi, 5 secondes, dans votre tête, une fonction cognitive qui vous semble être la plus fondamentale de l'intelligence. Il y en a qui crient derrière. La mémoire. Non, l'apprentissage. Parce que quand on est capable d'apprendre, on peut apprendre toutes les autres fonctions cognitives. L'intelligence, c'est une capacité à s'adapter à un environnement. C'est pour ça qu'un arbre a moins besoin d'avoir un cerveau qu'un mammifère. Il se déplace moins, donc dans son environnement, ça bouge moins. Donc c'est une capacité à s'adapter. Et donc pour s'adapter, on est content de pouvoir apprendre. D'ailleurs, dans le monde qui bouge, qui est le nôtre, la seule compétence impérissable, c'est apprendre à apprendre. Dans les années 2000, on va commencer à faire ce qu'on appelle du machine learning, de l'apprentissage machine. C'est donc des algorithmes qui sont capables d'apprendre. C'est un type d'algorithme complètement différent de l'informatique qu'on a l'habitude d'avoir dans nos ordis. C'est une informatique qui est fondée sur ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels. C'est inspiré des réseaux de neurones biologiques. On sait assez bien simuler un neurone, on sait assez bien les lier entre eux et créer des connexions entre eux. Et quand on fait des gros réseaux comme ça, on a cette capacité qui émerge d'apprentissage. Donc c'est bio-inspiré du fonctionnement des cerveaux humains ou animaux. Alors déjà, c'est quelque chose d'assez incroyable de voir des machines qui apprennent. Parce que vous savez, tous nos outils, habituellement, c'est des outils qui sont passifs. Entre le plan de l'Airbus et l'Airbus, il y a évidemment une différence de matière, il y a des complications quand on veut passer dans le réel, mais tout ce qui est dans l'Airbus final est censé se retrouver sur le plan et inversement. Quand vous avez le plan, vous savez où vous allez. Un système qui apprend, c'est complètement différent. Quand on a les plans d'un réseau de neurones, on n'a pas du tout de l'intelligence. On a une raffinerie, mais on n'a pas l'essence, si vous voulez. Donc, par exemple, un réseau de neurones comme celui qu'il y a derrière ChatGPT, pour sa version gratuite, c'est environ 170 lignes de code. C'est rien du tout. Ce qui est vraiment radicalement différent avec ces algorithmes, c'est qu'ils sont capables d'apprendre, et donc ils se développent bien au-delà de ce qu'on y a mis. Donc le réseau de neurones entraîné, l'IA, l'intelligence artificielle, n'a rien à voir avec juste le plan qu'on a fait de l'algorithme. Et donc il y a plein de choses qui émergent dans ces algorithmes auxquels on ne s'attendait pas. On va en reparler. Alors, le machine learning, il apparaît vraiment beaucoup dans les années 2000 pour deux raisons. Il y a deux ingrédients qui font qu'avant, ce n'était pas crédible de faire du machine learning. En gros, un réseau de neurones, il apprend un peu comme un enfant qui regarderait un livre d'images, vous lui montrez un hippopotame, il dit girafe, il se trompe, vous lui dites non, c'est un hippopotame. Il se corrige, une autre fois, il se trompe, il se corrige, une autre fois, il se trompe, il se corrige, et quand il a vu 3 hippopotames, il a généralisé, il a compris ce qu'était un hippopotame, vous ne vous attendiez pas à parler d'hippopotame dans une conférence sur l'IA. Il a appris le concept d'hippopotame, et quand il voit un nouvel hippopotame, il est capable de généraliser et de comprendre. Il a appris. Les systèmes d'IA, c'est pareil, sauf qu'il faut leur montrer des millions d'exemples. Avant les années 2000, ces exemples, dans le monde numérique, on ne les avait pas, mais dans les années 2000, vous, moi, on va tous commencer à se connecter à Internet. Et on va générer le pétrole invisible de notre siècle, la donnée, qui va servir, quand on le met dans les raffineries invisibles du XXIe siècle, les réseaux de neurones, à donner l'essence qui va faire tourner notre civilisation au XXIe siècle, l'intelligence. Donc, les années 2000 vont voir l'avènement de la data, la big data. On est dans le forum d'une entreprise informatique, donc normalement, le mot data ne vous choque pas beaucoup. Les données, c'est autant d'exemples qu'on a pour nourrir la machine et lui faire apprendre le monde. Et d'ailleurs, vous avez tous participé à ça quand, par exemple, vous êtes sur Internet et que vous remplissez un CAPTCHA. Vous savez, ces petites boîtes qu'on remplit pour dire qu'on n'est pas un robot. Bon, c'est la plus grande arnaque du XXIe siècle et du XXe. Vous avez déjà vu que si vous mettiez une mauvaise réponse, des fois, ça passait quand même. Parce que souvent, vous avez deux CAPTCHA. Le premier, il vérifie que vous êtes bien, en effet, un humain. Vous donnez une bonne réponse. Et le deuxième, on considère que si le premier, vous avez donné une bonne réponse et que le deuxième, vous allez être honnête. Et donc, le deuxième sert uniquement à étiqueter, labelliser une donnée pour entraîner un système d'IA.
À un moment, on voulait faire de l'OCR, de la reconnaissance de caractères manuscrits. Donc, vous aviez des captchas avec écrit W3ZX et vous tapiez en langage numérique W3ZX. Vous étiez en train de montrer à une IA comment fonctionnait le langage écrit. Ensuite, on voulait faire des voitures autonomes, donc on vous a demandé de cliquer sur les passages piétons et les feux rouges. Pour faire des images comme ça, aujourd'hui, on a besoin d'avoir des images avec des trous que l'IA doit reconstruire, donc on vous fait glisser des pièces de puzzle. Et puis très bientôt, vous allez de plus en plus avoir le captcha avec une petite pièce 3D qu'on tourne, parce qu'aujourd'hui, on manque de données 3D pour entraîner des systèmes d'IA et être capable de modéliser des environnements 3D. Donc, on va vous mettre à profit. Ça s'appelle du crowdsourcing, mais au profit de quelques-uns au détriment de tous les autres. Je vous laisse juger de l'éthique de ce système, mais voilà, maintenant vous le savez. Dans les années 2000, le machine learning se développe et ça va donner des algorithmes qui vous servent tous les jours, comme par exemple le filtre anti-spam. Un filtre anti-spam, c'est un réseau de neurones, on lui a montré 600 000 spams, 600 000 non-spams, et il a appris tout seul à généraliser qu'est-ce qu'un spam. Vous n'avez pas besoin de lui décrire toutes les caractéristiques d'un spam, parce que tous les spams sont différents, ça serait très compliqué. Il est capable de généraliser, ensuite ça fait d'excellents filtres anti-spam. Dans les années 2010, ça va continuer à se développer, on va faire des réseaux de neurones de plus en plus gros, c'est ce qu'on va appeler du deep learning, de l'apprentissage profond. Comme ils sont très gros, les réseaux, il y a des neurones qui sont profondément intégrés dans le réseau, deep learning. Et avec le deep learning, on va craquer des cas d'usage de plus en plus industrialisables. Typiquement, la vision artificielle, la capacité des algorithmes à voir le monde mieux qu'un être humain. Alors, si vous avez un iPhone, le Face ID, qui vous sert à reconnaître votre visage, c'est du deep learning, un gros réseau de neurones qui a appris à reconnaître votre visage par rapport à tous les autres. Si vous êtes un industriel, vous pouvez, par exemple comme Total, vous balancez des drones dans vos pipelines, le drone prend des photos de partout, et il a été entraîné à reconnaître les petits défauts dans le pipeline, et il les identifie, ça permet de faire de la maintenance prédictive et de réparer avant qu'il y ait une panne. Si vous êtes un radiologue, vous pouvez entraîner une IA avec 1 million de radios avec fracture, 1 million de radios sans fracture, à reconnaître mieux que n'importe quel radiologue humain les fractures sur des radios. Et ça vous fait du diagnostic automatisé qui aujourd'hui dans nos sociétés est simplement augmenté pour des raisons de responsabilité, mais par exemple en Afrique, le diagnostic automatisé dans les déserts médicaux est déjà très développé, très répandu. Ces systèmes sont déjà partout autour de nous. Si je prends les applications de la première page de votre iPhone, je suis à peu près sûr que 9 sur 10 en moyenne dans la salle ont du deep learning au cœur. C'est de l'IA invisible, c'est tout. Cette IA, pourquoi vous ne l'utilisez pas comme vous pouvez utiliser ChatGPT au quotidien il y a 5-6 ans? Pourquoi la révolution elle se passe en ce moment? Parce qu'il y avait 3 freins. Il fallait beaucoup de données. Je l'ai dit, tout le monde n'a pas de la donnée. Si on est un géant du numérique, certes, on a construit son business model sur de la data. Sinon, ce n'est pas forcément facile. En plus, il faut qu'elle soit propre. On a de la data dans nos CRM, dans nos ERP, mais il faut qu'elle soit propre pour qu'elle soit utilisable. Il faut beaucoup de puissance de calcul, ça coûte cher. Et il faut des compétences. Les compétences, ingénieur, ingénieuse IA, ça ne court pas les rues, ça coûte cher aussi. Et puis, en plus, tous les cas d'usage qu'on pouvait traiter étaient très restreints. Et donc, il fallait des cas d'usage à très haute valeur ajoutée. Si je voulais que mon radiologue il ait avec son collègue un autre algorithme qui identifie les cancers sur des radios, il aurait fallu que j'entraîne un nouvel algorithme avec de la nouvelle donnée, de la nouvelle puissance de calcul, des nouvelles compétences. Donc à chaque cas d'usage très restreint, énormément de coûts. Grosse barrière à l'entrée. Toutes les barrières que je viens d'évoquer sont tombées. On n'est pas dans une révolution de l'intelligence artificielle, on en a déjà eu 4 ou 5. On a eu des hivers aussi de l'intelligence artificielle parce que toutes les révolutions qui sont des phénomènes scientifiques et techniques amènent des promesses qui ensuite ne sont pas tenues, c'est logique. On n'est pas dans une révolution de l'IA. Actuellement, on est dans la disruption de l'IA. Si vous connaissez la courbe de Gartner, on n'est pas au moment de l'apparition de la technologie, on est au moment de sa maturité. Une disruption, c'est un terme qui a été introduit par Christensen, c'est quand quelque chose qui était réservé à quelques-uns devient accessible au plus grand nombre. Ça change le monde. La voiture de Tata en Inde. Tout d'un coup, n'importe qui en Inde pouvait avoir une voiture. Ça change complètement les rapports de force dans la société. La disruption, c'est quand un objet devient accessible au plus grand nombre. Ce n'est pas un phénomène scientifique ou technique, c'est un phénomène socio-économique. L'IA, actuellement, on est en plein dans la disruption. La blockchain, on n'est pas encore dans la disruption. Les objets connectés, toujours pas. Ça commence tout juste. L'IA, on est en plein dans la disruption. Et elle va entraîner la disruption des objets connectés. Elle va la rendre possible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé se passe en 3 temps. Et vous allez voir, ça va vous permettre de comprendre l'acronyme GPT au passage, c'est pas plus mal. Première brique de la disruption, c'est la révolution qui, elle, est technique, technologique. En 2017, les chercheurs de Google, c'est ma grosse slide moche, hein, vous l'aurez reconnu.
Celle-ci, elle n'a pas été générée par IA. Elle a été générée par des chercheurs de Google, avec leur propre cerveau, et c'est le schéma d'un algorithme qui s'appelle les transformers, qui est le T de GPT, donc derrière GPT, il y a ce machin-là. Vous n'avez pas besoin de le comprendre, hein, c'est pas très important, mais c'est bien de l'avoir vu une fois. Cet algorithme, donc, au départ, sert à faire de la traduction automatique. Et vous savez, en 2015, si vous faisiez de la traduction automatique avec des algorithmes, il ne fallait pas montrer ça à un prof de langue. Et vous aurez tout de suite tapé sur les doigts. Mon premier bouquin que j'ai écrit, qui est sorti en mai, je l'ai traduit entièrement avec des transformers. Je l'ai fait lire à des anglophones, ils ne me croyaient pas que c'était de l'intelligence artificielle. Mon style est respecté dans la langue anglaise. Les transformers sont capables de faire de la traduction parfaite. C'est une révolution déjà en soi, parce que c'est un fait historique. On a construit nos civilisations autour de quelque chose qu'on appelle la barrière de la langue. Vous savez, il y a même un mythe biblique, le mythe de la tour de Babel, pour expliquer ça. Pourquoi on est séparés par les langues? La barrière de la langue vient de tomber. Là, vous avez en ce moment qui sortent les Ray-Ban que Ray-Ban a fait avec Meta. Vous avez les sous-titres. Vous parlez à un japonais, il vous parle en français, vous avez les sous-titres en temps réel. Très bientôt, sur Teams, vous parlerez à un japonais, vous parlerez en français, il parlera en japonais, vous l'entendrez en français avec sa voix, avec les lèvres synchronisées, il vous entendra en japonais avec votre voix, avec les lèvres synchronisées. Ça existe déjà, ça s'appelle Agent, c'est juste pas encore en temps réel. La barrière de la langue est tombée, c'est un moment historique. Je vous laisse voir les conséquences que ça peut avoir pour vos business, mais aussi pour vos vies personnelles, etc., de citoyens. Deuxième chose, avec les transformers, pour être capable de bien traduire la langue, en fait, ils sont obligés de ne pas s'intéresser à la syntaxe de la langue, c'est-à-dire l'organisation des mots les uns derrière les autres, mais à la sémantique, au sens de ce qui est dit. C'est les premiers algorithmes qui sont capables de traiter, statistiquement, différemment du cerveau humain, mais le sens de ce qui est dit. C'est pour ça que si je passe tout mon livre dans un Transformers, il va traduire, et s'il doit changer des pages entières pour respecter le sens en anglais, il va changer des pages entières. Il ne va pas essayer de respecter mot à mot. C'est des algorithmes qui comprennent le sens. Et 300 pages, mon livre, ces algorithmes sont capables de les comprendre, ces 300 pages, en un acte de pensée numérique. Là, c'est très différent de nous. Donc ces algorithmes, pour être capables de bien traduire, sont obligés de vraiment bien comprendre et parler l'humain. Et là, c'est aussi une révolution. On a 30 ans de numérique moyenâgeux derrière nous. Le numérique tel qu'on l'a conçu est un numérique de la complexité. C'est un numérique qui est difficile à utiliser. L'interface de Photoshop, il y a des boutons partout. Excel, on finit par mettre les gens dans des cases. C'est des interfaces qui sont faites pour les machines, et nous, on s'adapte à la façon de penser des machines. Les CRM et les ERP, même si heureusement qu'on les a dans nos business, c'est jamais très agréable à utiliser. Grâce à l'intelligence artificielle, on va avoir envie d'utiliser nos CRM et nos ERP, parce que tout d'un coup, l'interface sur l'ensemble du monde numérique va être l'interface la plus naturelle pour l'humain, le langage naturel. L'IA n'est pas la continuité du numérique qu'on a connu, c'en est la rupture. Au lieu de déshumaniser la machine, l'IA va humaniser la machine et humaniser le numérique, de plus en plus. Alors, ça veut dire aussi que ça va charrier toute la spontanéité et la chaleur humaine. Le rapport symbolique avec nos machines va beaucoup changer. On va tous assez bientôt avoir des assistants intelligents avec nous qui seront notre interface sur l'ensemble du monde numérique et avec qui on parlera, et de plus en plus, on se mettra à leur parler avec des intonations très chaleureuses et humaines. Comme on le fait avec ChatGPT, vous l'avez sûrement déjà remercié. En tout cas, c'est arrivé à beaucoup de monde. Continuez, c'est très bien, ça ne sert à rien de se déshumaniser encore une fois parce qu'on utilise une machine. Troisième chose que les Transformers amènent, pour être capable de bien parler et comprendre l'humain et de traiter la sémantique, ces algorithmes ne peuvent pas se satisfaire de trouver 2-3 règles. Ils sont obligés de faire émerger statistiquement les algorithmes qui produisent la langue. La langue, c'est le proxy, l'interface vers notre intelligence. Pour être capable de bien la comprendre, ces algorithmes sont obligés de faire émerger énormément de notre intelligence. Encore une fois, très différemment, dans des gros réseaux statistiques qui ne fonctionnent pas comme notre cerveau, mais statistiquement, ils font émerger des capacités de raisonnement, de créativité, d'analogie, de logique, etc. C'est ce qu'on appelle la dark knowledge, la connaissance noire. En physique, vous avez la dark matter, la matière noire. En intelligence artificielle, vous avez la dark knowledge, c'est tout ce qui émerge dans l'algorithme à partir simplement de l'apprentissage de la langue, parce que derrière la langue, il y a toute la pensée. Et pour être capable de bien parler l'humain, il faut un peu penser l'humain. Alors, ces algorithmes, encore une fois, ne sont pas intelligents comme nous. Il ne faut pas les anthropomorphiser. Mais ils font émerger beaucoup d'intelligence pour être capable de produire de la langue.
C'est donc en effet pour ça que moi j'aime bien les appeler intelligence numérique et pas seulement intelligence artificielle, parce que derrière artificiel, même si c'est juste, hein, c'est de l'artifice, c'est de l'outil, il y a l'idée que ce n'est pas de la vraie intelligence. Je crois, c'est un propos qui ne tient qu'à moi, mais je crois qu'il faut commencer à s'habituer à penser une vraie intelligence dans la machine, même si elle est différente de la nôtre. Si on rencontre des extraterrestres, ils pourraient être intelligents très différemment de nous. Le premier contact va se faire sur notre propre planète. Bref, les Transformers. Le T de GPT. Le P de GPT, c'est le P de fondation. Vous comprendrez juste après. Ça, c'est le vrai mot-clé de la révolution actuelle. C'est ça qui change tout. Ce n'est pas les IA génératives, c'est ça. Les modèles fondation sont fondés sur les Transformers. C'est l'idée de faire exactement l'inverse de ce qu'on faisait avec le deep learning traditionnel. Au lieu d'entraîner un algorithme à résoudre un problème très restreint, mais très utile parce que ça coûte cher, on va l'entraîner à résoudre un problème généraliste complètement inutile. Typiquement pour GPT, toute l'intelligence de GPT émerge en lui faisant prédire le prochain mot sur tout le texte d'Internet. On lui montre le premier mot, il doit deviner le deuxième mot, il se trompe, il se corrige pour être un peu plus proche de ce qu'il aurait dû être pour donner la bonne réponse, il modifie son réseau neuronal. Il prend les deux premiers mots, il essaye de prédire le troisième, il se trompe, il se modifie, il essaye de prédire le quatrième, il se trompe, il se modifie, etc. Et quand il a fait ça sur des milliards et des milliards et des milliards de mots, il a fait émerger une compréhension statistique de la langue, parce que pour être capable de bien prédire le prochain mot, il faut être capable de comprendre la langue. Des modèles fondations, il y en a dans un peu tous les domaines, et c'est toujours cette idée d'avoir une tâche où on masque une partie de l'information. La langue, le prochain mot. Si on veut faire des images comme ça, donc le modèle fondation que j'utilise s'appelle Midjourney, on lui montre des images où on enlève un morceau de l'image et il doit reconstruire les pixels manquants. Et après, il se corrige en regardant les bons pixels. Pour faire de la vidéo, il doit prédire la prochaine image de la vidéo. Pour faire de la 3D, il doit prédire les occlusions, ce qu'il ne voit pas dans l'objet 3D. Et après, il vérifie. Et en fait, c'est comme ça qu'on a une approche sémantique. En essayant de deviner ce qui manque dans la donnée, on apprend à comprendre la donnée. On parle de modèles fondation parce que, comme ils ont une compréhension généraliste de leur domaine, une fois qu'ils sont entraînés, ils deviennent fondation pour tous les cas d'usage à l'intérieur de leur domaine. Là où avant, il aurait fallu entraîner notre algorithme à faire de la reconnaissance de fractures et de la reconnaissance de cellules cancéreuses sur des radios différemment, une fois qu'on a un modèle fondation pour de l'imagerie médicale, on a tous les cas d'usage out of the box, comme ça. Avec un modèle classique, si je voulais faire de la classification de commentaires positifs et négatifs sur YouTube, il fallait que j'entraîne un modèle dédié. Une fois que j'ai un GPT qui est généraliste pour la langue, il suffit que je lui demande, à la limite, je lui montre 3 exemples de commentaires positifs, 3 exemples de commentaires négatifs en langage naturel, et il se spécialise, on dit fine-tuner, raffiner en anglais, il se spécialise pour être particulièrement bon sur cette tâche-là. Ce qui veut dire que, pour faire un modèle fondation, il faut encore plus de données, encore plus de puissance de calcul, encore plus de compétences. Par contre, une fois qu'on l'a, on traite tous les cas qu'on veut, et donc on n'a plus besoin de données, plus besoin de puissance de calcul, plus besoin de compétences, il suffit d'une denrée, qui est quand même très rare, de l'imagination. C'est ça, le pétrole de l'intelligence artificielle à partir de maintenant. Donc, nous sommes dans une révolution, non pas de la complexité, mais de la simplicité. On va utiliser de plus en plus le numérique en langage naturel, et il va comprendre nos intentions, et il va réaliser ce qu'on lui demande sans qu'on ait besoin d'intermédier notre volonté par des interfaces complexes et machiniques. Et en plus, on n'aura plus besoin de dépenser énormément pour faire de l'intelligence artificielle. N'importe quel gus comme moi, le dimanche soir, peut faire de l'intelligence artificielle avec les meilleurs systèmes du monde pour 20 $ par mois si on a l'abonnement à ChatGPT, et même gratuitement avec la version précédente. C'est un moment historique, et c'est pour ça que ChatGPT s'est répandu comme une traînée de poudre. On a des systèmes d'IA qui sont matures et qui, en plus, sont drastiquement accessibles. L'IA est en train de devenir une commodité. Et donc, bien sûr, pour une entreprise qui n'irait pas maintenant, ça risquerait d'être problématique, puisque toutes les autres pourront y aller. Donc, c'est un moment clé, et c'est surtout un moment qui, évidemment, est technologique, mais qui est un moment humain, donc un moment de compétence dans les entreprises. Une question de transformation de culture, et pas seulement de nouveaux outils. Parce que ça va se répandre vraiment comme une traînée de poudre, et c'est déjà le cas. Aux États-Unis, le taux de pénétration de systèmes d'IA comme GPT dans les entreprises est déjà de 68%. En France, on est assez loin derrière, mais ça y est, aux États-Unis, la productivité est boostée par des outils comme ChatGPT. Alors, vous vous demandez peut-être le P de fondation où il est. Donc, le P de GPT, ça veut dire pré-entraîné. C'est le P de pre-trained.
Donc c'est l'idée de pré-entraîner ces modèles sur des tâches généralistes avant de les raffiner, de les spécialiser pour des tâches spécifiques. Donc on est sur des pre-trained transformers, des transformers pré-entraînés. Et le G de GPT, enfin, c'est le G de generative, bien sûr. Donc une IA générative, c'est une IA qui est entraînée sur des exemples, non pas pour reconnaître des nouveaux exemples, mais pour être capable de générer de toutes pièces des nouveaux exemples qui ressemblent aux exemples d'entraînement. Alors ça existe encore une fois depuis longtemps. En 2016, vous avez l'université de Delft. 2016, hein, c'est la préhistoire de l'intelligence artificielle, puisque c'est avant les Transformers, tout ça. En 2016, vous avez Microsoft et l'université de Delft qui vont faire une expérience scientifico-artistique. Ils vont entraîner un système d'IA sur tous les tableaux de Rembrandt, le grand peintre hollandais. Et ils vont demander à l'algorithme de générer un nouveau Rembrandt. Alors ils vont aller très loin, ils vont montrer à l'algorithme des images au rayon X pour montrer à l'algorithme comment le peintre déposait la peinture sur le tableau. Et donc l'algorithme va pouvoir, avec une imprimante 3D, goutte à goutte, déposer la peinture et réellement peindre le tableau. Donc le tableau existe, il est exposé dans une galerie à Amsterdam. Il s'appelle The Next Rembrandt, et donc c'est un faux, vrai Rembrandt. Comment on le classe, c'est difficile. On a fait du plagiat pur. On a entraîné un algorithme purement spécialisé à connaître parfaitement Rembrandt pour être capable de reproduire de la donnée qu'on avait déjà du Rembrandt. Alors je vous le montre quand même, hein, pour le plaisir des yeux. Voilà, vous avez un Rembrandt et un faux Rembrandt. À votre avis, je vous laisse là aussi une petite seconde pour réfléchir, lequel d'après vous est The Next Rembrandt, le faux. Image A, image B. Vous pourrez faire semblant que de toute façon vous aviez la bonne réponse, puisque je ne vais pas vous interroger. Le faux Rembrandt est l'image B, qui s'appelle The Next Rembrandt. Il y en a qui font « bah oui ». Alors, vous le voyez en vrai, je vous mets au défi de le reconnaître, il a trompé 28% des spécialistes de Rembrandt au premier coup d'œil. En s'approchant, il voit que la peinture n'est pas d'époque, etc. Mais au coup d'œil, ça a trompé 28% des spécialistes. Donc, ces IA sont intéressantes, les IA génératives, mais avant les modèles fondation, comme on avait des modèles très restreints, ça ne reproduisait que la donnée qu'on avait déjà. Ça ne créait aucune valeur, c'était intéressant pour de l'art. Une fois qu'on a les modèles fondation, on a de la place. Tout d'un coup, on a beaucoup d'espace pour générer de la donnée qu'on n'avait pas. Un système d'IA fondation est entraîné sur de la donnée généraliste et peut générer tout type de données à l'intérieur de son domaine. Donc, une fois qu'on a un grand modèle de langue, un LLM comme GPT, donc un modèle fondation pour la langue, on peut lui faire produire n'importe quel texte. Quand on a Midjourney pour l'image, on peut lui faire produire des images comme ça, qui ne sont pas des patchworks d'images existantes ou l'interpolation à l'intérieur d'un style existant. Ça, c'est un style complètement unique que moi j'ai travaillé en explorant l'espace de toutes les images possibles dans l'algorithme pour trouver un petit endroit qui, quand je donne les bonnes commandes en langage naturel, me fait sortir ce type d'image. Et je lui parle en langage naturel, je lui dis je veux une image d'un humanoïde à la peau noire avec des bijoux blancs dans un décor floral jaune, des choses comme ça. J'explique et j'ai ça. Il y a eu un calcul qui a été fait sur la version 3, je crois, de DALL-E, donc qui est le concurrent de Midjourney, qui est édité par la même startup que ChatGPT, donc OpenAI. Et dans DALL-E, ils ont calculé le nombre d'images qu'on pouvait générer. Alors c'est complètement ahurissant comme nombre. C'est un 8 avec un nombre à la puissance, et le nombre qui a la puissance à 80 chiffres. Dans l'univers, il y a 10 puissance 24 atomes. Donc, bon, c'est quand la combinatoire s'envole, ça dépasse complètement nos capacités de représentation. En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'espace dans ces systèmes pour créer. Ce qui est là encore une nouvelle symbolique majeure. Jusqu'à aujourd'hui, tous les outils de l'humanité étaient là pour augmenter, automatiser ce que l'humain savait faire. Le marteau nous permet de taper plus fort, la voiture de courir plus vite. Les systèmes d'IA, génératifs pour le moment, mais surtout ceux qui arrivent derrière et qui ont une créativité encore bien plus développée, participent activement à nos créations, participent activement à quelque chose qui n'était pas atteint par le monde de la machine et de l'outil avant. Quelque chose qui est hautement culturel. Vous savez, l'histoire des civilisations, c'est l'histoire des guerres et des créations. Si on regarde dans l'histoire, ce qui est relaté comme événement, c'est les grandes créations et les guerres. Bon, on espère que les IA ne vont pas trop servir à faire la guerre, même si évidemment c'est un sujet, mais en tout cas, elles vont de plus en plus servir à créer et participer au développement culturel de notre civilisation. Et ces algorithmes qui sont encore des outils au service de la créativité humaine, mais en effet, c'est le sujet de mon premier livre, il y a toute une autre gamme d'algorithmes qui commencent à développer une curiosité artificielle, à explorer le monde par eux-mêmes et à développer des rapports au monde différents de l'humain et donc à trouver des choses que l'humain n'aurait jamais trouvées, à être créatif différemment de l'humain.
voire même plus que l'humain, parce qu'ils n'ont pas tous les biais que nous, on a. On n'a pas pris conscience de ça, c'est une espèce de blessure narcissique, vous savez, on aime se sentir supérieur à la machine parce qu'on sait faire ce petit pas de côté, on est merveilleux, on est coloré, on est créatif. La créativité n'est pas magique, mais c'est une bonne nouvelle. C'est beau d'avoir des machines qui sont créatives, ça va les humaniser encore une fois. Bref, on a une révolution aussi dans les mondes de la création, et donc, maintenant qu'on a passé une petite demi-heure à comprendre la révolution actuelle, je vous propose une démo et on va jouer à interfacer plusieurs systèmes d'IA pour aller sur quelque chose justement de créatif. Alors évidemment, là, ça sera une co-créativité humain-machine. Je ne parle pas des algorithmes qui peuvent être créatifs de façon autonome. Mais normalement, c'est déjà assez marrant. Alors j'ai travaillé avec un grand bijoutier sur l'utilisation de l'IA générative pour travailler avec ses artisans, trouver où est-ce qu'on positionne l'IA pour garder l'authenticité, le geste juste de l'artisan et en même temps travailler avec ces nouvelles technologies. Et donc je me suis amusé à construire des démos autour de la création de bijoux. J'en ai aussi pour des voitures, des bouteilles de vin, des sneakers, tout ce que vous voulez. Mais avec le bijou, ça marche bien, c'est visuel. Donc allons-y. Alors, je vous présente déjà ChatGPT, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu. Bienvenue. Donc c'est relativement simple, vous avez une fenêtre où vous pouvez taper votre demande. Alors quand on s'adresse à des humains, on dit qu'on leur parle. Parlez à votre grand-mère, vous parlez à votre petite amie, etc. Comme on s'adresse un peu différemment à des systèmes d'IA et qu'on voulait marquer la différence, on a mis un nouveau mot. On dit qu'on prompte un système d'IA. Prompter. C'est un peu le nouveau mot à la mode, et il y a une nouvelle compétence, ça s'appelle le prompt engineering, qui se développe à fond, c'est la tendance numéro 1 dans toutes les compétences là, de l'année. Le prompt engineering, ou l'ingénierie de requête, parce qu'en anglais prompt ça veut dire requête, c'est l'art de murmurer à l'oreille des IA, si vous voulez. C'est l'art de savoir comment bien parler à une IA, comment manier le langage naturel de la bonne façon pour en tirer le meilleur. Comme c'est une intelligence numérique qui est un peu différente de la nôtre, il faut lui parler d'une façon un peu différente de celle qu'on utilise pour parler à son stagiaire, à son manager, etc. Donc, vous allez voir des prompts, des demandes faites à l'IA, qui sont assez travaillées. Alors, un mauvais prompt, par exemple, ça serait de dire à l'IA « fournis-moi un concept de bijou créatif ». Pourquoi c'est un mauvais prompt? Pour deux raisons. D'une part, c'est un mauvais prompt parce que il faut penser données d'entraînement. Ces systèmes d'IA ont appris le monde à travers les données d'entraînement, à travers le texte présent sur Internet. Sur Internet, quand vous voyez le mot bijou créatif, c'est rarement sur le site d'un super bon bijoutier. Un grand bijoutier ne dit pas que son bijou est créatif, il dit qu'il est audacieux. Il utilise des mots un peu plus forts. Le bijou créatif, c'est le bijou fantasy qu'on a chez Claire's. Tout mon amitié à Claire's, évidemment, c'est pas le même positionnement, c'est tout. Donc, si on veut vraiment du bijou très créatif, audacieux, on va aller chercher d'autres mots-clés que bijou créatif. Et deuxièmement, ces algorithmes ont appris à nous répondre en produisant le prochain mot le plus probable. Rappelez-vous, ils prédisent le prochain mot. Ils ne pensent pas au sens humain du terme, ils n'ont pas une réflexion. C'est des gros sujets en cours dans la recherche, mais actuellement, on met un prompt et le système nous répond les mots les plus probables, sauf que les probabilités à très haute échelle simulent de l'intelligence. Mais donc, il nous répond les mots les plus probables. Si je demande « donne-moi un concept de bijou créatif », je vais avoir les réponses les plus basiques parce que mon prompt est très générique, il est très probable, donc je vais avoir des réponses très probables. Si vous voulez avoir des réponses originales, différenciantes, qui créent de la valeur, il faut que vous mettiez de l'improbable dans vos prompts pour que la réponse la plus probable soit elle-même improbable. Donc, on va faire des prompts qui dépasseront un peu le statut de propose-moi un bijou créatif. Et la première fois qu'on va sur ChatGPT, souvent on fait des très mauvais prompts, c'est normal. On va demander le truc un peu basique, fais-moi une fiche de poste pour ceci, etc. Alors qu'il faut apprendre à faire des demandes un peu plus poussées que ça pour avoir des réponses plus poussées. Le deuxième livre que j'ai sorti, c'est le premier manuel français de prompt engineering, justement. Je parle de deux acronymes, GIGO, ça veut dire Garbage In, Garbage Out. Si vous mettez des déchets en entrée, vous avez des déchets en sortie. Bref, le problème vient de l'autre côté de la machine. Et le deuxième acronyme, c'est VIVO, Value In, Value Out. Si vous mettez de la valeur en entrée, vous avez de la valeur en sortie. Ces systèmes d'intelligence artificielle nécessitent une intelligence humaine pour augmenter, faire plus que la somme des parties en termes d'intelligence. Vous pouvez très bien avoir de la médiocrité artificielle avec ces systèmes-là aussi. Alors, allons-y. Voilà un prompt que je vais vous expliquer pendant que ChatGPT répond.
Donc, on va lui dire, tu es un grand joaillier très créatif. Donc ça, c'est prompting de rôle, c'est mettre l'IA dans le rôle de l'expert qu'on aimerait interroger. Là aussi, c'est une question de statistique. Dans les données sur Internet, quand c'est un joaillier qui parle de bijoux, il en parle de façon plus experte que quand c'est Monsieur Tout-le-Monde. Donc, en lui disant ça, ça l'oriente statistiquement pour répondre avec des réponses plus expertes. C'est une très bonne pratique de commencer tous ces prompts en mettant l'IA dans la peau de l'expert qu'on voudrait interroger. C'est purement statistique. Tu dois créer un concept de bijoux audacieux, encore une fois, les mots, et on va lui donner de la méthode créative. Vous savez, en créativité, il y a un truc qui se fait, c'est un truc un peu méthodologique, c'est d'arriver à faire des associations longue distance, d'associer des choses qui se rencontrent rarement, mais de les associer de façon pertinente. Donc on va proposer à ChatGPT de faire ça, d'associer le monde de la joaillerie avec des artistes très éloignés de ce monde-là. Et pour chacun des artistes, de proposer un bijou. Donc, il nous propose Zaha Hadid, l'architecte, Jackson Pollock, S. Devlin, tiens, c'est la première fois qu'il met S. Devlin, et Yayoi Kusama. Hop, on va lui demander des artistes plus graphiques. Pour un bijou, ça sera plus joli. Donc, vous voyez qu'il a répondu, à chaque fois, il a proposé un concept de bijou pour Jackson Pollock, donc le dripping, là, les jets de peinture sur la toile, un collier dont le pendentif capture l'essence du dripping dans un cadre métallique avec des émaux colorés appliqués au hasard, etc. Sol le vide, mais peut-être qu'on va garder Pollock, c'est pas mal aussi. On va essayer Bridger Riley, peut-être. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble quand même. Donc, Bridget Riley, on est sur ce genre de choses. Ça va peut-être être pas assez coloré. Ah, Malevich, ça devrait bien fonctionner. Malevich, on est sur vraiment un truc assez pur. On va regarder S. Devlin. D'habitude, j'aime bien, il me propose souvent des Kandinsky, des gens comme ça qui font de l'art très très coloré. Non, c'est pas assez coloré. Je veux de la couleur un petit peu pour qu'à l'écran ça claque. Vasarely, voilà, là on est sur du coloré. Alors on peut dialoguer avec la machine pour améliorer un peu. Donc Vasarely, voilà un peu les illusions d'optique en effet très colorées. Et donc on va prendre ce concept-là et on va passer un deuxième prompt qui est un prompt assez marrant, c'est un prompt pour créer des prompts. Donc je vais dire à ChatGPT, on garde le concept Vasarely, et je vais lui expliquer en fait comment fonctionnent les prompts pour un autre système d'IA, Midjourney, celui que j'utilise pour les images, qui est actuellement le meilleur sur le marché. Et comme ChatGPT ne connaît pas Midjourney, si je lui demande un prompt Midjourney, il ne va pas me faire un bon prompt. Donc là, je lui explique comment fonctionnent des bons prompts pour Midjourney. Je lui montre un exemple et je lui demande de me donner directement le prompt pour le concept qu'il m'a proposé. Et vous voyez qu'il est tout à fait capable. Là, il suit les commandes que je lui ai demandées et il me donne un prompt qui est ici. Donc qui est en anglais, parce que Midjourney fonctionne mieux en anglais. C'est des mots-clés assez visuels qui permettent de représenter le bijou. Je lui demande d'ajouter quelques mots-clés à la fin dont je sais qu'ils marchent bien pour avoir des jolis bijoux, etc. Et je vais copier ce prompt. Je vais donc aller sur Midjourney, donc deuxième système d'IA. Alors là, grand moment, attention, vous avez de l'avant-première. Actuellement, Midjourney est toujours censé pour le grand public être en version bêta, et pour y accéder, il faut passer par une interface super galère qui s'appelle Discord. Je suis bêta-testeur pour eux, et donc j'ai accès à la plateforme qui n'est pas encore accessible au grand public, donc la voilà. Vous découvrez devant vos yeux ébahis la plateforme grand public que Midjourney va sûrement sortir dans les prochaines semaines ou prochains mois. Ça, ce n'est pas des images que j'ai créées, c'est ce que la communauté crée, je suis sur l'espace public, donc on peut regarder, voilà, quelqu'un qui a mis un prompt ici, une femme soldat combattante, etc. Et hop, ça donne l'image que vous avez vue. Je vais donc coller mon prompt ici, l'envoyer, et dans Create, vous voyez, j'avais fait des tests avec des montres Dali, des trucs comme ça. Donc là, vous voyez que les images sont en train de se créer, 25%, 28%. Donc là, le système d'IA est en train d'imaginer statistiquement 4 propositions de bijoux pour répondre à la demande. Alors je ne sais même pas quel type de bijou c'était, je n'ai même pas lu. Victor Vasarely Inspired boutonnière, des boutonnières, intéressant, avec des formes géométriques, etc. Très bien, ça fonctionne. Donc voilà, donc on a des choses comme ça. Celle-ci est pas mal, elle est vraiment intéressante, originale. Donc je vais la télécharger en haute définition. Si vous voulez la voir d'un peu plus près, voilà. On va dire que c'est une espèce de boutonnière. Je pourrais l'avoir à la place de mon petit scarabée, là. Je vais aller chercher l'image. Hop.
Et je vais utiliser encore un autre système d'IA qui fait de la reconnaissance sémantique d'images. Donc ça sert simplement, là, en l'occurrence, à supprimer l'arrière-plan. C'est pas plus difficile que ça. C'est juste qu'avant, il fallait passer du temps et du temps à détourer les images sur Photoshop. Maintenant, voilà, c'est fait. Ça se fait instantanément parce que l'IA est capable de reconnaître ce qu'il y a sur l'image. Donc je l'ai téléchargé, maintenant que je l'ai sans le fond, je vais pouvoir l'utiliser un peu plus proprement. Et on va aller sur un troisième prompt. Oh, allez, encore un système d'IA, c'est vrai que j'avais rajouté ça dans ma démo. Système d'IA là, qui s'appelle Suno, on passe sur de la musique. Imaginons qu'on veuille qu'avec notre bijou existe une musique. Je suis un bijoutier, je veux créer une expérience client un peu différente. Avec chacun des bijoux uniques que je vends, il y a une musique unique, par exemple, qui est associée à un NFT, qui est mise dans la blockchain, tout ce qu'on veut. On crée de l'expérience un peu luxueuse avec une musique spécifique dédiée aux bijoux. Je vais sur Suno, donc Suno, complètement gratuit actuellement, version 3, un modèle d'IA qui génère de la musique. Vous n'êtes pas prêts. C'est absolument bluffant, vous allez voir. Donc c'est pareil, je vais sur ChatGPT et je lui explique comment fonctionnent les prompts pour Suno, et je lui demande de me faire un prompt pour Suno. Donc je veux créer une musique élégante et poétique au piano pour accompagner ce bijou. Je veux que tu construises une phrase en anglais permettant de décrire cette musique, blablabla. Je lui explique comment fonctionne ce type de prompt. Je récupère le prompt. Il y aura les paroles avec, hein, ça va me générer les paroles, la voix, tout ce que vous voulez. Et ici, toujours le même principe, j'ai un endroit pour mettre mon prompt, je mets mon prompt, je vais enlever les guillemets, hop, create, et toujours le même principe, ici il va me fournir 2 propositions, ça va prendre quelques secondes, il est en train de me générer 2 musiques de toutes pièces, là aussi qui n'ont jamais existé. Et il me les génère avec les paroles, c'est parfaitement organisé sur les paroles, vous pouvez générer même du rap français, vous aurez une musique avec du rap synchronisé, avec tout ce qu'on appelle le flow, le côté rythmique de la musique, etc. Donc ici, minimalist reflective piano composition about the interplay of light and shadow. Ok. Et donc, on a 2 musiques qui sont en train d'arriver, qui s'appellent Illusion of Bijou, les illusions du bijou. En effet, avec Vasarely, on est bien dedans, qui sont dans un style de piano classique minimaliste, c'est plutôt ce que j'avais demandé, on est bon, et ça y est, c'est terminé. Donc, j'espère que le son va fonctionner. C'est toujours un peu, on ne sait jamais avec l'effet démo. On va mettre l'autre, on va espérer que ça soit un peu plus... Vous avez les paroles ici. Elles sont un peu chiantes, hein. Bon, je sais que c'est l'ambiance église, etc., mais on va en prendre d'autres que j'avais fait avant. Je crois que celle-ci était pas mal. Non. Il y en avait une qui était bien au piano. Ah. Ah, là. Là, on est ensemble, là. Bon, j'aurais pu demander du Johnny. Hein. Ça aurait très bien marché aussi, ça aurait été un peu plus punchy. Mais je me suis dit qu'avec cette ambiance... voilà. Donc, on va prendre celle-ci. Parce qu'on se dit que là aussi, vous allez voir l'usage que je vais en faire, et il faut que ça soit quelque chose d'assez léger et que ça ne prenne pas trop d'espace. Vous allez voir pourquoi. Donc j'ai téléchargé la musique. De la même façon, je vais la récupérer dans mes téléchargements. Hop, et je la mets ici. Et puis, on va aller sur l'étape qui intègre le tout. Imaginons maintenant que j'ai envie de vendre ce bijou en ligne et de le présenter. Vous savez, le code informatique, c'est un truc un peu abscon pour l'être humain. Si on n'est pas habitué, on a du mal à comprendre. Mais pour l'IA, c'est du langage. Elle a été entraînée sur du code. Les IA sont en train de prendre le devant sur l'humain par rapport à la génération de code informatique. Ces derniers mois ont été très importants. On a eu des nouveaux systèmes d'IA qui ont commencé à être capables de produire des programmes complets, assez aboutis, pas encore du niveau de ce que fait une entreprise évidemment, mais de refaire un petit jeu vidéo, de faire un paint, des programmes comme ça en pure autonomie, sans un seul bug. Donc là, on va dire à l'IA qu'on veut créer une page web simple, engageante, que la page a un fond gris foncé, des bordures internes de 10%, qu'elle est séparée en 2 sections, une section à gauche avec une image du bijou et un petit player pour lancer notre musique,
une section à droite avec une description du bijou un peu poétique qu'on va demander à ChatGPT de générer directement dans le code, et un champ de formulaire pour laisser son mail. Et vous voyez qu'en dessous, ChatGPT, fièrement, m'a produit le code de la page, et que j'ai un petit bouton copy code. C'est génial, il est sympa, j'ai juste à copier, j'ai pas à lire le code. Je retourne ici, j'ajoute un petit document texte que je vais appeler page.html. Alors, pour les plus geeks d'entre vous, HTML, c'est juste pour dire que c'est une page web. Je l'ouvre dans un bloc-notes, donc je suis vraiment dans un bloc-notes vide, vous voyez, je peux taper n'importe quoi. Et je vais coller le code que m'a fourni ChatGPT. Je ferme. Alors, je lui ai dit que la musique s'appelait musique. On va l'appeler musique. Je lui ai dit que le bijou s'appelait bijou. On va l'appeler bijou. Et j'ouvre ma page. Tada! Bijou Vasarely. Ce bijou, alors on va mettre la petite musique. Ce bijou, inspiré par l'art optique de Victor Vasarely, est une ode à la lumière et à l'illusion. À travers ses formes géométriques et son jeu sur les perspectives, il invite à une contemplation méditative reflétant la beauté éphémère des instants capturés. Donc vous voyez que dès aujourd'hui, quand on utilise bien ces systèmes, quand on sait un peu comment leur parler, quand on sait comment les interfacer, très rapidement, on peut aboutir à des résultats. Il y a un peu de compétences derrière, mais vous avez vu, j'ai quand même fait ça sur scène en quelques minutes. Donc, bon. Alors, j'avais une dernière étape, mais 12h33, 12 minutes 33, ça va être un peu chaud. Je vous propose qu'on fera la dernière étape si on a le temps à la fin. C'est une étape marrante parce que, comme on est quand même dans un événement business, j'avais fait en sorte d'ajouter un petit peu d'expérience client derrière et je voulais vous montrer une IA. À la fin, vous aurez envie et vous me demanderez de rester sur scène pour vous montrer la fin de la démo. Je voulais faire en sorte qu'une IA vendeuse m'appelle pour me vendre le bijou. Donc, je vous montrerai ça juste après, pareil, en quelques clics. Encore une fois, le côté prompt engineering, il y a un manuel que je proposerai là-bas en dédicace si vous avez envie à la fin de la conférence, donc n'hésitez pas à venir me voir. Et le prompt engineering, ça sert au présent. C'est une compétence qui est aujourd'hui indispensable pour utiliser les systèmes d'IA correctement et avoir des résultats qui sont bien aboutis comme ceux que je vous ai montrés. C'est une compétence qui a, à mon avis, une durée de vie dans notre décennie. Parce que derrière, il y a évidemment plein d'autres révolutions de l'intelligence artificielle qui sont devant nous et qui avancent très vite. Alors maintenant qu'on a vu un peu le présent, tout ce que je vous ai fait comme démo, c'est le présent, je voulais vous parler un petit peu de l'avenir et vous donner un aperçu de ce à quoi il faut s'attendre pour les prochains mois, prochaines années, peut-être même un peu plus. Alors, à très court terme, dans les prochains mois, les grosses nouveautés, c'est par exemple la multimodalité. Donc là, vous avez vu, j'ai interfacé plein de systèmes d'IA, un pour le texte, ChatGPT, un pour l'image, Midjourney, un pour la musique, Suno, etc. L'idée de la multimodalité, c'est d'avoir, si vous voulez, un anneau pour les gouverner tous, un système pour les générer toutes. C'est un seul système qui est capable de comprendre et de générer tout type de données. Donc Gemini de Google, qui est sorti récemment, est le premier du genre, vraiment multimodal. Il a été entraîné notamment avec de la vidéo pour comprendre aussi l'image, l'audio, etc. ChatGPT en version pro le fait, mais avec différents modèles qui sont interfacés. Ce n'est pas un seul modèle entraîné. ChatGPT 5 sera entièrement multimodal et comprendra à peu près tout type de données. Même des données Excel, etc. Alors c'est déjà le cas aujourd'hui. Donc la multimodalité, c'est en train d'arriver très fort et ça va encore augmenter le niveau d'intelligence. Deuxième chose qui est en train d'arriver très fort aussi, évidemment, c'est la robotique. Les problèmes de robotique qu'on avait n'étaient pas des problèmes de mécanique. Si vous avez déjà vu des vidéos de Boston Dynamics, vous savez qu'on fait déjà des choses assez abouties en termes de mécanique. Les problèmes de robotique qu'on avait étaient des problèmes d'intelligence, et sont toujours des problèmes d'intelligence. Une voiture autonome, c'était une galère parce qu'on avait 50 capteurs différents pour être capable de percevoir l'environnement. Un humain qui conduit n'a pas besoin d'avoir un lidar, donc un truc qui lance des lasers sur la tête pour être capable de percevoir son environnement. Du coup, en ce moment, tous les constructeurs de voitures autonomes enlèvent tous les capteurs compliqués, qui faisaient des galères d'intégration de capteurs, etc. Et ils mettent tous juste 2 petites caméras, de moins bonne qualité que des yeux humains, et beaucoup d'intelligence artificielle qui comprend l'environnement.
un modèle fondation de vision derrière, et vous avez une voiture autonome qui est capable de parfaitement percevoir tout son environnement sans plus de capteurs. Donc la robotique est en train de prendre une envolée, et il faut s'attendre à ce que la disruption de l'IA entraîne la disruption de la robotique, et le mois de mars a été un mois absolument incroyable, je pense qu'on s'en rappellera dans notre histoire, pour la robotique. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi les news, mais on a eu, de la part d'à peu près toutes les grandes boîtes qui font de la robotique, des annonces avec des percées très significatives. NVIDIA qui a sorti un modèle fondation dédié à la robotique pour rendre n'importe quel robot capable de percevoir et de comprendre son environnement et d'y appliquer à peu près n'importe quel type d'action. Donc un modèle généraliste pour tout type de robot. Il s'appelle Groot, c'est un projet de NVIDIA. Vous avez OpenAI, la startup de ChatGPT, qui s'est mis avec Figure, une startup qui fait de la robotique, et ils ont dévoilé la première démo du Figure 1, Figure 1. Pareil, je vous montrerai la vidéo si on a le temps, sinon allez la voir sur YouTube, où on a un robot qui comprend parfaitement toutes les intentions qu'on a envers lui et ce qu'on lui demande, et qui est capable de manipuler plein d'objets de façon très délicate et de réaliser des tâches du quotidien. Et vous avez évidemment Elon Musk avec l'Optimus, etc. Bref, tout le monde y va de son robot, et il faut s'attendre à ce que cette décennie soit celle de l'arrivée des robots grand public, parce qu'on est en train de craquer un grand nombre des problèmes d'intelligence. Il va y avoir des problèmes, ce n'est pas une révolution pour l'année prochaine, mais elle va commencer maintenant à prendre son envol avec par exemple les jouets. Vous allez, là c'est déjà le cas, il commence à y avoir des jouets qui sortent, qui sont plus simplistes qu'un robot qui va faire le ménage chez vous, mais qui ont beaucoup d'intelligence et qui sont des espèces de jouets augmentés capables de faire énormément de choses. Donc cette révolution de la robotique est en train d'émerger très fortement grâce à la révolution de l'IA. Le troisième élément qui, à mon avis, est encore plus fondamental dans ce qui est à venir, c'est qu'aujourd'hui, les systèmes d'IA qu'on a, ils sont capables de comprendre de la donnée, ils sont capables d'en générer, ils sont devenus excellents à ça. Quand ils seront multimodaux, ils seront absolument excellents à ça. Mais il leur manque une des facultés de l'intelligence humaine qui est absolument primordiale si on veut vraiment avoir ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle générale, qui est capable de faire à peu près tout ce qu'un humain peut faire. Avec ces systèmes-là, s'il n'y a pas un humain derrière la machine qui fait tâche après tâche les bonnes actions, on ne va pas très loin. C'est des outils qui assistent, qui augmentent l'humain. Évidemment, il n'y a rien de spécifique dans l'intelligence humaine, il n'y a rien de magique, donc on va avoir des machines qui seront aussi intelligentes que l'être humain, et bien sûr même plus intelligentes. C'est plutôt une bonne nouvelle aussi, on pourra en reparler. Mais il y a des risques énormes, évidemment, on pourra en reparler aussi. En tout cas, la grande question aujourd'hui, c'est comment passer des systèmes qu'on a aujourd'hui, qui ont appris sur de la donnée d'une certaine façon à imiter cette donnée-là, à faire des perroquets. C'est des excellents perroquets, mais c'est une sorte de perroquet intelligent. Passer de ça à de l'intelligence artificielle de plus en plus autonome et de plus en plus capable de faire tout ce qu'un humain peut faire. Alors, c'est ce qu'on appelle la question de l'agentivité des systèmes d'IA. Ce mot-clé, agentivité, il va bercer politiquement, technologiquement, moralement notre civilisation d'ici quelques années et pour sûrement une bonne vingtaine d'années. On va avoir, à mon avis, les plus grandes questions qu'on ait eu à se poser dans notre civilisation, à se poser par rapport à l'agentivité. L'idée d'un agent, c'est évidemment une IA capable de générer et de comprendre tous les types de données qu'on veut, mais qui a deux ingrédients en plus. D'une part, un modèle du monde robuste. L'IA, telle qu'elle est actuellement, ne connaît le monde qu'à travers le langage. Elle en a, si vous voulez, la surface. Vous, quand vous réfléchissez à comment vous allez de Lyon à Paris, vous avez besoin de mobiliser tout un modèle du monde. Ça se fait très naturellement parce que notre néocortex, chez nous, les êtres humains, c'est beaucoup plus développé qu'à peu près tous les autres animaux. C'est un peu une des choses qui nous spécifie biologiquement. On a un néocortex très développé avec des neurones spécialisés dans la capacité à se projeter et à planifier grâce à un modèle du monde qu'on peut manipuler. On peut manipuler notre modèle du monde pour se dire, OK, il va falloir que je me lève de ma chaise, que je sorte de chez moi, que je prenne un parapluie s'il pleut, que j'aille jusqu'à la gare, que je monte dans le train, etc. Et avoir des ensembles comme ça d'actions très conséquents. Planifier, se projeter grâce à un modèle du monde. Donc première chose, et ça c'est le sujet de la recherche actuellement, c'est comment faire pour que ces systèmes d'IA fassent émerger par apprentissage un modèle du monde aussi complet et robuste que le nôtre. C'est plus une question mystique. Aujourd'hui, on a les programmes de recherche. On sait qu'on va y arriver dans pas si longtemps. Je ne peux pas vous donner une date. Certains disent 2 ans, certains disent 10. Mais il est quasiment certain que dans notre décennie, ces choses-là vont arriver.
Vous avez, si vous voulez suivre quelqu'un là-dessus, suivez Yann Lequin, le directeur de la recherche de la science chez Facebook, qui est un chercheur initialement français d'ailleurs, qui est incroyablement intéressant sur le sujet de faire apprendre un modèle du monde à un système d'IA, notamment grâce à de la vidéo, à comprendre, vous savez, s'il essaye d'apprendre à partir de la vidéo, il est capable d'apprendre la gravité, d'apprendre la causalité, comment les objets se comportent les uns par rapport aux autres, etc. Donc on sait comment y aller. Le deuxième ingrédient, même si ça va prendre un peu de temps, le deuxième ingrédient, et ça par contre ça va prendre très peu de temps, c'est donner à ces systèmes-là la capacité d'utiliser des outils, comme l'humain utilise des outils. L'humain est capable par exemple d'utiliser une calculatrice parce qu'il est mauvais en calcul mental. Ces systèmes-là vont pas avoir, c'est pas un système qui va avoir tout le numérique à l'intérieur de lui. C'est des systèmes qui vont de plus en plus être des assistants personnels, et l'idée c'est de leur donner la possibilité d'utiliser à travers les réseaux d'Internet tous les services bien sûr digitaux, mais ensuite grâce aux objets connectés, de plus en plus tous les objets de notre monde, et de s'interfacer avec tout ça pour réaliser, pour prendre des actions sur le monde. On dit prendre des actions, et pas seulement générer de la donnée. Si vous avez un modèle qui est capable de comprendre et de générer de la donnée, d'avoir un modèle du monde robuste qui lui permet de planifier des séries d'actions complexes pour réaliser des processus complets et complexes, et qui est capable de prendre des actions sur le monde, vous avez un agent, et un agent, c'est plus ou moins de l'intelligence artificielle générale. Pareil, je suis bêta-testeur pour une startup qui s'appelle Adept.ai aux États-Unis, qui lève en ce moment des centaines de millions de dollars pour faire ça, et donc je teste leur agent, qui pour l'instant n'est pas parfait, mais un exemple de ce qu'il est capable de faire. Je lui dis, je veux partir au soleil avec ma copine au mois d'avril pour les vacances, fais-moi 3 propositions. Le système va commencer par regarder si je lui donne l'autorisation dans mon WhatsApp pour voir s'il y a des conversations avec ma copine sur des lieux de vacances que j'aime. Ensuite, il va, si je lui donne l'autorisation, aller sur ma banque pour regarder quels sont mes moyens, quel est mon budget. Ensuite, il va se connecter à Skyscanner, vous savez, Airbnb, tous les services de comparaison, de voyage et d'hébergement. Il va sélectionner, il va aller sur des blogs un peu obscurs pour trouver les petites perles rares de visites qu'on n'aurait jamais trouvées en tant que touriste lambda. Il va me construire un beau PowerPoint avec les 3 scénarios, il va me l'expliquer, il va me le défendre. Et puis quand je vais lui dire j'aime bien le scénario 2, si je lui donne l'autorisation, il va placer les paiements, il va tout acheter, il va mettre les jolis billets pour mon voyage dans ce qui ne sera plus un ordinateur puisque toutes les interfaces vont beaucoup changer, mais un device de demain qui sera un assistant intelligent. Alors, c'est un cas pour le grand public, donc on est tous contents d'avoir un assistant intelligent qui peut nous faciliter la vie comme ça, mais pour le monde du travail, ça va poser des questions fondamentales dans notre société. Tout ce qu'aujourd'hui un humain peut faire seul derrière un ordinateur, un système d'intelligence artificielle le fera mieux dans notre décennie. Et aujourd'hui, on a passé encore une fois 30 ans à faire en sorte de mettre les gens derrière des ordinateurs individuels, des PC. Pourquoi? Parce que c'est facile à mesurer. On mesure de la performance, on mesure de la performance individuelle. Donc à l'école, on apprend la performance individuelle, et on fait un monde de techniciens parfaitement adaptés à être derrière un ordinateur. On va avoir une vraie évolution de société à vivre. Il y a de grandes chances qu'on ait inventé un post-capitalisme dans lequel le travail tel qu'on le connaît aujourd'hui ne soit plus du tout le même. On a un travail fondé sur la notion de performance. Les systèmes d'intelligence artificielle seront plus performants que nous. On est des êtres biologiques, ce qui nous définit, ce n'est pas l'infini de notre performance, c'est la limite. On a des limites, on est capable de ne pas être capable d'eux. Ce qui fait la valeur de l'humain, ce n'est pas sa surperformance et sa productivité au travail. Évidemment, aujourd'hui, c'est ce qu'on attend de lui dans un système industriel tel qu'il existe. Mais demain, de plus en plus, la productivité sera portée par des systèmes d'intelligence artificielle, et ce qui fera la valeur de l'humain au travail, à mon avis, c'est 2 dimensions. Évidemment, la dimension relationnelle. Même si une IA peut singer un être humain dans un robot aussi bien qu'un être humain, tant qu'on sait que c'est une IA, on ne développe pas la même empathie. On a envie d'avoir aussi nos semblables autour de nous. Le relationnel ne dépend pas d'une performance, il dépend d'une intimité. Le deuxième élément, c'est l'authenticité. C'est exactement la même histoire. C'est le petit défaut sur le vase du potier qui montre qu'il y a un artisan derrière qui a passé du temps, qui a mis du soin, qui a mis de l'amour dans un objet, dans un service, qui fait qu'il a plus de valeur que le vase industriel qui pourtant est une performance parfaite qui ne se cassera jamais. Vous savez, j'adore cet art japonais, je ne me rappelle plus le nom, où on met de l'or pour refermer les vases qui ont été cassés. Pour moi, c'est ça la valeur de l'humain de demain.
C'est ce qui montre toute la vulnérabilité, la fragilité d'un être humain et qui permet entre humains de se connecter les uns aux autres. Laissons la productivité à des machines qui seront plus productives que nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaillera plus, ça ne veut pas dire qu'on va s'emmerder. On a plein d'autres activités à faire. Vous savez, les Grecs, ils avaient des esclaves, travailler de façon productive était sale. Ils s'intéressaient aux 3 P de l'humain, la philosophie, le politique et le poétique. On a complètement atrophié ces dimensions au travail. Peut-être qu'on va avoir l'opportunité de les réinvestir. Peut-être que le travail de demain remet au cœur ces 3 dimensions, remet au cœur le relationnel, remet au cœur l'authenticité de l'humain qui fait son geste juste. Je ne sais pas si c'est le monde qui va arriver, mais c'est le monde que j'ai envie de raconter. Pour moi, dans l'intelligence artificielle, alors il y a plein de défis éthiques, et je vois que mon temps est terminé, donc on en reparlera autour de la dédicace si vous le souhaitez, mais la place de l'humain est une place non pas transhumaine, mais hyper humaine. Encore plus humaine qu'aujourd'hui. Et c'est là où l'intelligence artificielle m'a donné de la sensibilité. Ça m'a appris à me rendre compte que le critère de performance n'était pas un critère, on va dire, sur lequel parier à long terme. Je vous remercie. Et encore une fois, si vous voulez qu'on échange, je serai assis là-bas avec Jean-Paul. Merci beaucoup.